Bonjour et bienvenue sur la nouvelle et quatrième session Intimus, le webinaire qui accompagnera l'intimité relationnelle et sexuelle en période de confinement. Intimus vous est proposé par la chaire UNESCO Santé sexuelle et droits humains à travers la plateforme Zoom. 3 thèmes seront abordés durant ces webinaires d'ici la fin du confinement. Garder une bonne santé sexuelle en temps de pandémie grâce aux valeurs relationnelles, couple et coronavirus, et le confinement comme possible terrain pour les violences. Donc, tous les jours, nous accueillerons un ou une expert pendant 1 heure de temps pour aborder un thème en lien avec cette période de confinement. Je suis Grace Takash et je serai à l'écoute de vos questions qui, bien évidemment, sont anonymes. N'hésitez pas de nous envoyer vos questions dans le chat et adressez-vous surtout à Animatrice. Nous allons aujourd'hui aborder la question des conflits qui naissent dans la promiscuité. Donc, avec le confinement, les familles, les couples se retrouvent à vivre ensemble 24 heures sur 24, et ce depuis 10 jours maintenant. Et cette promiscuité imposée peut être source de tension. Dans Huis clos, Sartre présente 3 personnages qui se trouvent à leur mort dans une même pièce. Ils ne se connaissent pas, viennent de milieux très différents, ne partagent ni les mêmes convictions, ni les mêmes goûts. Dans cette même pièce débute alors un procès à huis clos où chacun des 3 personnages juge et est jugé sur les actes qui composent son existence. Donc, est-ce que notre confinement vécu aujourd'hui en France ou ailleurs peut être comparé à l'enfer ou l'enfermement dont il est question avec Sartre? Pierre Bengozi, pédopsychiatre, psychanalyste de couple, de famille et de groupe, président de l'Institut de recherche en psychanalyse du couple et de la famille, nous aidera aujourd'hui à aborder cette thématique des conflits en période de confinement. Bonjour, Monsieur Bengozi. Bonjour, Christophe. Pour commencer, que pensez-vous d'un possible parallèle entre l'approche de Sartre dans Huis clos et la situation que nous vivons actuellement? Alors, en effet, le confinement, d'abord, d'un point de vue étymologique, le confinement, c'est se retrouver ensemble dans un ensemble fini, comme fini, hein, c'est du latin. Voilà. Et cette histoire de confinement nous confine effectivement à quelque chose qui renvoie à ce fameux enfer dont Sartre parle à propos de huis clos. Alors là, on va être dans un drôle de huis clos, un huis clos qui est un huis clos familial, un huis clos conjugal. Et ce huis clos qui va signifier, en termes juridiques, cette absence de public, ce retrait à l'abri de tout regard, va, dans la situation actuelle, nous confronter à une promiscuité. Voilà. Et est-ce que la frustration qu'on vit en période de confinement, ou les frustrations sont dues à des tensions entre les personnes confinées, des tensions qui existent déjà, ou sont par exemple un cumul du passé, des tensions qui ont été vécues déjà antérieurement dans son foyer, ou aussi elles sont dues par exemple à des frustrations de voir autrui vivre son confinement plus confortablement? À quoi sont dues ces frustrations, à votre avis? Alors, au-delà de la dimension de frustration, on va dire que ce contexte de confinement nous contraint les uns et les autres à être dans une espèce de monde à laquelle on n'est pas habitué, parce qu'on se retrouve à la fois dedans, mais en même temps envahi par un drôle de dehors, et on voit à quel point les gens sont actuellement complètement en addiction, complètement accros aux informations, aux médias, et que c'est justement, paradoxalement, très difficile d'être dedans, hein, alors qu'on est confiné, et de pouvoir avoir une intériorité un peu plus calme, tranquille et une certaine quiétude. Donc, Ouais. c'est effectivement un confinement qui protège, évidemment, contre la contamination, mais ça crée aussi ce
climat un peu particulier où les uns et les autres, on a l'impression qu'on n'est pas forcément indemne de la contamination. Mais alors cette contamination qui est objective, qui de façon tout à fait justifiée sollicite le fait que on soit resté chez vous, hein, nous disent tous les médias, c'est à la fois pour se protéger, à la fois pour protéger les autres, mais en même temps, il y a une espèce de monde psychique, de sorte de contagion. Et alors, on voit à quel point, d'ailleurs, tout le monde, et peut-être même vous, Grèce, à un moment donné, on est en train de s'écouter soi-même, à voir si on a le moindre éternuement, le moindre tout. Est-ce qu'on va être envahi, hein? Et alors, là, il y a quelque chose qui fait qu'on peut être même envahi dans notre proximité, c'est-à-dire par l'autre, y compris par nos proches. C'est-à-dire, nos proches sont à la fois potentiellement rassurants, mais aussi potentiellement inquiétants. Ouais, et là, j'ai une toute petite question avant d'aborder le thème des tolérances. Est-ce que cette proximité, euh, est-ce que cette promiscuité est toujours synonyme de conflit? Alors, évidemment, cette proximité, elle est aussi rassurante. Elle est aussi celle qui va permettre aux uns et aux autres de pouvoir parler, de pouvoir échanger, et sans doute de façon privilégiée, parce qu'on a, dans notre quotidienneté moderne, entre guillemets, souvent, on est pris par toutes nos préoccupations qui nous amènent à nous disperser. Et donc là, c'est un moment complètement privilégié pour parler, pour échanger. Alors, ça dépend aussi des situations. Par exemple, lorsqu'on est soi-même avec un environnement qui a pris suffisamment tôt les précautions pour être chez soi, on peut imaginer qu'effectivement, cette garantie est assurée. Mais il faut penser à ceux dont un des membres de la famille, de l'entourage, est amené à aller travailler, à sortir. Et donc là, il y a ce côté dehors-dedans, et quand il sort, il peut être celui qui va véhiculer la menace, le danger. Or, la menace, le danger, elle est justement médiatisée comme étant un danger vital. Justement, avec l'élément dedans, dehors, ça nous ramène un peu à la question de tolérance aussi. Même avec des garanties, parfois, on sait que les tolérances de tous sont différentes et que parfois, nous-mêmes, on est amené à, bon, à effracter, si tu veux, la frontière intime de l'autre sans s'en rendre compte. À quoi devons-nous être sensibles pour éviter une telle situation? Alors, cette notion d'effraction est tout à fait importante, à savoir que on est tous structurés par des frontières réelles et des frontières imaginaires et des frontières qui sont un peu les limites de notre corps, mais aussi de notre corps psychologique. Et ces frontières, elles vont délimiter ce qu'on appelle les territoires de l'intime, du privé, du public. Et on va voir comment, dans ce contexte de confinement, ces frontières, elles sont sans cesse susceptibles de vaciller, susceptibles d'être empiétées. Et c'est la question de l'isolement. C'est très important que par exemple, les uns et les autres puissent à des moments trouver, autant que possible, je veux dire en fonction des contextes de chacun, la possibilité d'avoir des espaces aussi respectés de l'un et de l'autre, de la possibilité de se retrouver, par exemple, dans l'intimité d'un couple. Je pense aussi, alors en tant que psychanalyste, l'importance que ça a aussi d'avoir des espaces protégés comme l'espace de la chambre des parents, mais aussi l'espace de la chambre des enfants, quand il y a une chambre, évidemment. C'est-à-dire quand il y a des espaces qui sont un peu attribués pour qu'il n'y ait pas justement quelque chose qui fasse que les uns et les autres entrent et de façon intrusive dans le monde intérieur de l'autre. Et
c'est là où ce monde intrusif va être intrusif, y compris dans l'intime, pose la question du respect dans ce contexte de confinement de la pudeur. Alors, on sait très bien à quel point la pudeur est organisatrice, structurante pour nous tous, et qu'elle est très importante, en particulier à respecter la porte de la salle de bain. C'est pas parce qu'on est tous ensemble qu'il s'agit de ne pas respecter le fait qu'un garçon, une fille en train de prendre sa douche, on va être proche et on risque de ne pas lui laisser la possibilité d'être peinard dans sa chambre ou en train de s'occuper de lui. Encore une question, est-ce que doit-on, mis à part le respect, est-ce qu'on doit réinterpréter ou adapter nos rapports, nos demandes, nos rapports à l'espace pour ne pas provoquer de tension vis-à-vis de la personne, des personnes, du conjoint, de la conjointe avec là ou lesquels nous sommes confinés? Alors, il faut savoir que ce que met particulièrement en tension le confinement, c'est justement la dimension de l'espace. Or, l'espace, c'est aussi notre maison intérieure, mais c'est aussi notre corps. Donc, quand je vous disais, s'il n'y a pas ce respect et s'il n'y a pas la possibilité aussi d'avoir une forme d'écoute respectueuse de l'un à l'autre, de ce qu'on va appeler par exemple un accordage entre ce qui se vit par l'un, ce qui se vit par l'autre. Alors, je vais vous dire justement à quel point cette notion d'accordage est intéressante. Elle a été développée à propos de l'accordage entre ce qui se joue dans la vie du parent par rapport à ce qui se joue dans la vie de l'enfant. Hein. Ça a été travaillé beaucoup dans la relation parent-enfant, et père-enfant en particulier. C'est en fait une image, l'accordage, qui fait référence à une image de musique. La musique, quand vous êtes dans un concert, par exemple, au début d'un concert, on peut être surpris de voir qu'il y a des drôles de sons, des trucs comme ça. Or, ça veut dire que toute musique ne peut se construire que si on s'accorde sur le là, c'est-à-dire sur le fait qu'ensemble, on puisse être dans une espèce de promiscuité qui s'écoute l'un l'autre et qui s'accorde l'un à l'autre. Sinon, à ce moment-là, il y a des désaccordages. Et alors, on va voir le fait que l'un est en train de vivre quelque chose d'une certaine manière et l'autre vit les choses d'une autre manière. Par exemple, dans ce contexte, il y en a qui ont envie d'être un peu peinard en train de lire et d'autres qui ont dit « oui, mais moi, j'ai envie de bouger et de stimuler l'autre au moment où l'autre est en train d'être enfin au repos. » Ouais, donc, cette dimension-là doit être on doit être tout à fait attentif. Alors, puisqu'on parle d'accordage et de désaccordage, peut-être vous pouvez nous en dire plus sur cette notion. Voilà. Ben justement, c'est une notion, je vous dis, cette notion musicale, cette métaphore, cette image de musique à propos de l'accordage, fait que il y a l'image du diapason. Un diapason, c'est justement ce qui permet à ce moment-là d'avoir un respect du rythme de l'un par rapport au rythme de l'autre et une congruence entre les rythmes des uns et des autres. Mais ça suppose particulièrement au moment où on est dans ces promiscuités, d'être dans encore plus que d'habitude, alors qu'on est justement dans une dimension de tension, encore plus que d'habitude, à l'écoute de ce que peut vivre l'un, de ce que peut vivre l'autre, parce que ce qui se joue dans ces moments de tension, c'est que tout est amplifié. Tout est amplifié, à savoir qu'effectivement, on va se retrouver un peu tous les uns et les autres comme dans une cocotte minute. Voilà, en parlant de cocotte minute et de tension, alors quels sont les risques concrets en période de confinement? Est-ce qu'on pourrait être victime de violences extrêmes, par exemple?
Alors, la promiscuité fait que cette tension entraîne un bouillonnement interne. Et ce bouillonnement, j'utilise cette image de la cocotte minute, pour dire que la cocotte minute a l'intérêt à la fois de faciliter la cuisson de l'ensemble, mais l'intérêt de la cocotte minute, c'est qu'il y a une espèce de soupape d'échappement. Et que lorsqu'il y a un trop-plein d'énergie, trop-plein de tension, il y a la possibilité d'une soupape. Or, en général, quand on a des tensions, et par exemple, elles vont se manifester non seulement au niveau verbal, elles vont se manifester d'une manière ou d'une autre. Il y a la possibilité de sortir, il y a la possibilité d'aller faire autre chose, d'aller donner un coup de fil, de pouvoir. En période de confinement, on peut heureusement donner un coup de fil, on peut heureusement aller vers son ordinateur. Et d'ailleurs, si aujourd'hui il y avait une panne d'Internet dans le monde entier, alors là, ce serait vraiment un confinement généralisé qui serait dramatique, parce que le monde entier est actuellement en train de, dans cette cocotte minute mondiale, parce que ce qu'il y a d'extraordinaire dans la situation actuelle, c'est qu'on est dans un confinement généralisé, mondialisé. Eh bien, cette cocotte minute, elle a la chance aujourd'hui de pouvoir bénéficier, effectivement, comme nous, on le fait, de ces télécommunications et de bénéficier de votre sourire grâce. Alors, encore une question qui me paraît importante. Est-ce que quelqu'un qui n'est jamais passé à l'acte de la violence physique risquerait de le faire en ce moment, de développer la violence, le risque de déraper, par exemple? Et comment prévenir ceci? Comment Alors, prévenir ces personnes? Voilà. alors, plus que jamais, effectivement, cette cocotte minute est menacée. Et que plus que jamais, on est à un risque où tout ce qui peut être vie habituellement avec la possibilité de se décharger ailleurs, risque, dans la mesure où c'est pas verbalisé, dans la mesure où ça n'est pas déplacé sur d'autres choses, eh bien, ça risque de se déplacer de façon implosive ou explosive sous la forme de passage à l'acte et de violence. Et il faut savoir effectivement que cette violence, elle va possiblement se manifester d'abord peut-être dans des écarts verbaux. Le fait de voilà, de pas supporter ce que l'un dit, et il peut y avoir une espèce d'escalade verbale. Et donc, des choses qui peuvent paraître insignifiantes, tout d'un coup, prennent une importance et deviennent des sources de disputes. Et il y a moins. Alors, ce qui est très important, c'est la possibilité, effectivement, chaque fois de faciliter les conditions qui mettent des espaces intermédiaires, soit qu'il y ait des gens, des uns, et essayer à chaque fois de calmer le jeu et de permettre à ce moment-là d'éviter au maximum ce risque majeur de passage à l'acte qui peut être accru dans ce contexte actuel. Ok. Et bon, parlant d'éviter les conflits, comment redescendre la tension ou gérer des situations qui pourraient engendrer, par exemple, des comportements violents? Et si on a été victime de comportements violents, comment en parler et à qui en parler exactement? Alors, il est clair qu'il y a aujourd'hui un signal d'alarme, un, un drapeau rouge à mettre. Attention, deux grands risques. Le risque de violence, il peut être soit sournois dans l'intimité, et l'intimité encore plus intrusive, c'est le risque de l'inceste. C'est-à-dire que de passage à l'acte qui vont être justement dans le huis clos familial, c'est-à-dire sans cette protection qui finalement, ce droit d'ingérence que la société s'est donné en termes de protection en particulier
des enfants. Hein. Et donc là, on est dans une menace extrême. Je vous ai parlé tout à l'heure du fait que la pudeur peut être à rude épreuve. Là, on va être, non pas forcément comme dans l'inceste, avec des passages à l'acte, mais on va être dans des espèces de confusion érotique. Hein. Et ce que je voulais vous dire, on pourra en reparler un petit peu plus si vous voulez, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a des éléments aujourd'hui qui menacent dans ce fil rouge, c'est en particulier les violences conjugales, on pourra en reparler, et l'importance considérable des éléments qui vont augmenter ce danger, à savoir que on voit de plus en plus, et je vois parmi les gens que je peux écouter, la tendance actuelle à dériver sur des addictions et sur des alcoolisations. Les gens chez eux, effectivement, ils ont aussi fait le plein souvent d'alcool, et ceux qui avaient déjà une tendance à picoler risquent d'augmenter leur alcool et donc de ne plus avoir la possibilité suffisante de maîtriser, de contenir leur propre pulsion et les déplacer vers des passages à l'acte. Ouais, rebondissons un peu sur l'idée d'inceste. Il serait peut-être intéressant, en quelques mots, de faire la différence entre inceste et incestuel. Alors vous avez raison. La notion de, je ne vais pas faire un cours théorique là-dessus, mais c'est une notion qui doit être prise en considération, je dirais, par tout un chacun. C'est une notion qui a été développée par un monsieur qui s'appelle Paul-Claude Racamier, qui est psychanalyste, qui a insisté pour nous montrer à quel point autant l'inceste, bon, on connaît, c'est la transgression des frontières générationnelles, en particulier entre un parent et un enfant d'un point de vue érotique, ou même entre des frères et des sœurs, etc. Donc cette dimension de l'inceste, c'est une dimension agie, sexuelle. La dimension incestuelle, c'est très sournois, c'est insidieux. Ça se traduit par une sorte de confusion érotique qui peut être entretenue et qui a, et c'est ça qui est très important à savoir, qui a des effets destructeurs presque aussi importants que le passage à l'acte. Donc il n'y a pas de passage à l'acte, mais par exemple, de façon un peu caricaturale, hein, je veux dire, un parent qui, avec son enfant, à côté de son enfant, verrait un film, je sais pas, un film porno, ou un film en tout cas érotique, un peu comme ça, et qui a une espèce d'excitation. Enfin, ils se touchent pas, mais ils vivent entre eux quelque chose qui est confusion. Voilà. Eh bien, on sait à quel point ces climats d'inceste sont très destructeurs, et on va en retrouver beaucoup parmi en particulier des jeunes, ensuite des adolescents qui vont manifester des troubles, et y compris comme des troubles des conduites alimentaires, anorexie, etc. Il y a quelque chose qui n'est pas clair, parce que justement, ce qu'actualise, et ça me permet de poursuivre la question que vous avez posée tout à l'heure, la situation de confinement actualise et réactualise et amplifie des choses qui existent déjà. C'est-à-dire que s'il y a des histoires de flou dans les rapports entre les gens, entre les promiscuités, entre un parent, un enfant, ou eh bien, tout devient potentiellement, justement, dans cette image de cocotte minute, encore plus embouillonnant et d'autant plus menaçant et dangereux. Et parlons un peu d'addiction aussi. Vous avez parlé d'addiction, mais là, on ne parle pas seulement d'addiction alcool, mais aussi médias sociaux, mais aussi peut-être nos attentes vis-à-vis de l'autre, une addiction qui va être poussée et poussée aussi au conflit, non? Vous savez, l'addiction déjà, elle est l'expression d'une souffrance. Elle est l'expression, en règle, de l'insupportable, d'un vide qu'on peut ressentir. On essaie de se remplir par la prise d'alcool
avec l'effet effectivement du produit lui-même, mais le produit comme une addiction, que ce soit l'alcool ou que ce soit une drogue, hein, ça donne une illusion qui nous donne, qui masque un peu l'insupportable de ce vide. Mhm. Or, ce vide, il peut être présent d'une certaine manière euh, en, euh, en amont même du contexte du confinement. Ouais, Mais mais le le contexte du confinement, confinement va exacerber toutes ces ouais, ouais. dimensions-là. Et c'est là où c'est très important justement d'avoir la possibilité de se dégager autant que possible, de se décharger autant que possible. Et je veux dire que de façon très bienvenue, il y a des tas d'approches qui aident, et en particulier grâce à Internet et aux médias, des conseils pour se décharger, que ce soit physique, que ce soit du yoga, que ce soit des... C'est-à-dire qu'il y a deux points qui sont très importants en période de confinement. Un, Mhm. le confinement dérègle, donc il faut retrouver les régulations. Hein. Voilà. Deux, le confinement attaque les repères, donc il faut au maximum essayer de retrouver et de reconstruire des repères dans le temps, des repères dans l'espace. Par exemple, des repères dans le temps, c'est très important qu'il y ait des temps de repas qui soient réguliers, à des heures régulières, que le réveil soit respecté, je veux dire, que le quotidien soit avec cette structuration du temps et de l'espace soit assuré. Et effectivement, le grand risque, c'est globalement euh, même de ne plus savoir où est le dehors et le dedans. Et c'est Mhm. là où la question, et où est la fiction et la réalité. Hein. Et je crois que c'est très important, effectivement, qu'on puisse se retrouver dans la fiction à travers des livres, des romans, etc., qu'on puisse autant que possible en parler. Si on est seul, de fait, qu'on en parle grâce au téléphone, grâce à d'autres manières, et qu'on puisse avoir un autre élément, c'est la décharge physique, Mhm. c'est-à-dire avoir la possibilité de prendre un temps pour faire un peu d'exercice, pour se balader. Il n'est pas encore interdit, heureusement, mais bon, on ne sait pas, de pouvoir se balader dans une certaine limite territoriale, de pouvoir marcher, etc. Ça, c'est fondamental. Donc, ces repères, tout ça, bah, il ne s'agit pas de faire des injonctions comme ça, mais garder ces repères. Et puis à ce moment-là, eh bien, le confinement, pour beaucoup, paradoxalement, ça peut être une chance, une opportunité pour pouvoir vivre, pour avoir un temps là où on est tout le temps dans un temps accéléré. Ça peut être aussi une chance pour rencontrer autrement les gens, pas dans le huis clos de l'angoisse, mais dans une présence qui peut être constructive. Mais par contre, pour d'autres, par exemple, on parle de risque réel de voir des femmes battues en période de Absolument. confinement. Est-ce que des féminicides ont déjà été reportés durant ce confinement? Si oui, est-ce que leur fréquence est vraiment plus importante qu'en temps normal? Je vous ai parlé tout à l'heure de drapeau rouge. Mhm. Drapeau rouge aujourd'hui, parmi les éléments les plus qui nous inquiètent, nous, bon, et en plus moi, professionnellement en tant que psychanalyste et thérapeute de couple, euh, la question des violences conjugales, des violences faites aux femmes, des violences faites aux enfants, on en a parlé déjà globalement à travers la question de l'inceste et de l'incestuel, euh, on s'y attendait et effectivement ça se traduit. Hier, le ministre de l'Intérieur, Hervé Castaner, a donné des chiffres qui montrent que depuis le début du confinement, donc il n'y a pas longtemps, hein, on a l'impression d'être presque basculé dans un autre monde, mais enfin, c'est une histoire de jours, sinon de semaines, même pas. Eh bien, il y a déjà plus de 30% de plus de situations signalées de Mhm. violences conjugales. Mhm. Et vous avez raison de parler de féminicide. Alors, c'est un mot qui est relativement récent dans le langage, en particulier en France, mais nous, on connaît le concept de féminicide. Enfin, bon, je travaille au Brésil et la notion de féminicide est très,
est très mise en avant. Eh bien, effectivement, il faut savoir que le 20 mars 2020, c'est-à-dire hier, à Bouglon, dans le Lot-et-Garonne, une femme de 81 ans. Alors, ça nous permet de penser aussi la question des personnes âgées. Une femme de 81 ans a été tuée par son mari. Eh bien, on dit qu'en France, c'est le premier féminicide évident dans le contexte de confinement. Ouais, avec la mise en place d'un système d'alerte en pharmacie depuis hier, est-ce que déjà vous avez bon, évoqué plusieurs victimes, mais est-ce qu'il y aurait d'autres victimes possibles aussi en ce C'est temps de évident, confinement? c'est évident que ces chiffres témoignent d'abord de l'état actuel de ce qui est à dénoncer en dehors du confinement. La violence conjugale est une réalité euh, tout à fait dramatique qu'il s'agit de dénoncer, enfin qui est qui mérite d'en parler beaucoup plus et de le dénoncer beaucoup plus, et de donner des moyens pour s'en protéger. Il est clair que on a aujourd'hui peu de visibilité réelle sur l'état des lieux de la réalité interne, dans le huis clos, justement, des familles. Ce qui est clair, et des couples, ce qui est clair, c'est que plus que jamais, en particulier les femmes, mais il y a aussi des hommes, et il y a aussi des couples homosexuels où il y a de la violence conjugale. Hein, je veux dire, dans des couples d'hommes, des couples de femmes, je veux dire, bon, il s'agit effectivement de ne pas être aveugle sur toutes ces formes de danger, même s'il est clair que la violence faite aux femmes est centrale. Eh bien, on doit aujourd'hui être particulièrement attentif à tout ce qui peut permettre une possibilité d'être à l'écoute de signaux d'alarme. Alors donc le ministre vient de nous dire, donc ça date depuis hier effectivement, qu'il est possible, lorsque à l'occasion d'une présence d'une femme dans une pharmacie, puisque ça fait partie théoriquement des rares occasions qui pourraient être justifiées, peut-être à l'intérieur du coup, je vais à la pharmacie, eh bien, le pharmacien a aujourd'hui la possibilité d'être à l'écoute d'un indicateur d'alarme que doit lui transmettre. Alors, il y a même des choses qui se disent comme le fait d'avoir, si je demande un masque en disant masque 19, hein, quand on dit ce chiffre 19, c'est un indicateur d'alarme. C'est donc, à ce moment-là, les pharmaciens ont aujourd'hui l'indication, enfin c'est en train de c'est tout neuf, hein, c'est ce matin, de s'organiser pour donner les informations et tenter les conditions d'une évaluation d'une situation dangereuse. Encore une question. Nous avons parlé déjà de violence physique extrême, mais il y a d'autres formes de violence, non? Psychologique peut-être. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Alors, les violences, elles sont souvent à la fois physiques, psychiques, sociales, économiques et sexuelles. Hein, je veux dire. Alors, c'est clair que ce qui caractérise la violence, c'est massivement repéré à travers les coups, les blessures, etc. Mais ce qui est destructeur globalement dans la violence, c'est l'humiliation. C'est la manière de mettre l'autre dans une position où il se vit comme un déchet, comme une souillure, comme rien du tout. Et là, il y a des stratégies qui existent dans des situations de violence conjugale qui sont destructrices, mais simplement par des mots ou par l'absence de mots, par une manière de mettre l'autre comme si elle n'est rien, et comme si, comme dans les violences conjugales, on va en dire un mot, paradoxalement, elle est à la fois tout, vitale pour soi, pour l'auteur de violence conjugale, l'autre est vital, et c'est en ce sens-là qu'elle existe, et elle croit qu'elle existe pour l'autre, alors qu'elle n'existe qu'en tant qu'objet utilisé, manipulé par ce prédateur violent. Hein. Et elle va être en même temps utilisée
comme une substance qui va le nourrir à lui. Parce que le problème des auteurs de violences conjugales, sont en fait, il y a une image qui est l'image du vampire. C'est qu'en fait, elles sont comme elles-mêmes vidées de leur sang et elles prennent le sang de l'autre pour se nourrir. Et donc, elles vident l'autre parce que elles se sentent vides. Et dans le contexte actuel de confinement, je crains que cette situation de tension mette les auteurs de violence dans une menace de se sentir encore plus déprimés, encore plus vides, et de se décharger en se nourrissant de plus de la substance que peut représenter la substance relationnelle de la vie de l'autre. On a une question qui me paraît intéressante. On me dit en tant qu'individuel lambda, En tant que que, en tant qu'individuel lambda, attendez juste une seconde, comment, voilà, juste une seconde, c'est parce qu'on a plein de questions qui viennent là. Comment pouvons-nous signaler les violences si nous en témoignons sans être très intrusifs dans la vie des autres? là, vous parlez de quelqu'un qui est extérieur et qui a la notion qu'il y a une violence actuelle, c'est ça? Oui, apparemment, C'est pas quelqu'un qui est directement exactement, concerné il par la situation de témoigne violence? des... Oui. Comment signaler les violences si nous en témoignons sans être très intrusif dans la vie des autres? Voilà, donc il est en train de témoigner des violences dans la vie des autres et comment comment signaler ceci sans être très intrusif dans leur vie? Alors, c'est toujours très difficile. Parce qu'on a toujours peur d'être ou trop ou pas assez. Et bon. Alors, je crois qu'en l'occurrence, il faut l'être assez. Peut-être pas, pas trop, mais il faut pas, surtout pas se dire, ça ne me regarde pas. Hein, je veux dire, et ça a été le grand apport de tous ces 10, 15, même un peu plus dernières années, à savoir que la vigilance est une vigilance qui doit mobiliser non seulement l'entourage, mais même le voisinage. En fait, toute personne qui est susceptible de... Voilà. Alors, il ne s'agit pas d'intervenir directement, jamais, sauf si on est dans une proximité telle qu'on peut parler. Au contraire, alors là, c'est favorable. Voilà. Voir tout ce qui peut être une main tendue quand c'est possible de l'apporter, de faciliter effectivement le fait que, alors ça dépend du contexte, de l'état des lieux, de la cocotte minute de la violence conjugale au moment où elle est. Lorsqu'on est vraiment dans une situation de violence avec un risque de violence agie, etc., à ce moment-là, ben, je veux dire qu'il faut faire appel au numéro téléphonique. Je vous laisserai à disposition après cette rencontre un certain nombre de numéros où vous pouvez appeler, où vous pouvez aussi écrire, et en particulier, c'est très important de voir que des femmes, en particulier, se retrouvent en difficulté à pouvoir appeler. Évidemment, on ne va pas dire, alors que l'autre peut nous entendre, Ouais, et je suis menacé par mon copain. Et donc, voilà, toute la possibilité, l'importance, c'est de trouver tous les moyens qui permettent d'appeler un intermédiaire extérieur, et en particulier, évidemment, la police ou la gendarmerie. Encore, Vous aurez tout à l'heure des numéros, un certain nombre d'associations qu'il est très important de pouvoir contacter. Il y en a un certain nombre, donc je ne vais pas vous les dire comme ça. Et vous pouvez sur Internet avoir une liste d'éléments qui vont pouvoir vous répondre en termes de numéros d'appel et de numéros et de mails précis. Encore une question aussi qui me paraît très intéressante. Est-ce que le suicide et donc la violence contre soi-même peut être un risque sociétal?
c'est un risque sociétal. Oui, peut C'est être aussi, en fait. c'est un risque d'abord évidemment individuel, hein, pour l'autolyse pour soi-même, mais c'est tellement un risque sociétal que pour, ça a été à l'origine même de la création de la sociologie par Durkheim, qui est dans ses premiers travaux au Princeps, et ils ont été faits sur le suicide, pour montrer que le suicide est un symptôme aussi social et sociétal. Mhm. Mais Alors, là, en période de confinement, là, on alors, parle, est-ce que ça pourrait être vraiment un risque sociétal c'est clair, plus important? c'est clair, c'est Ouais. clair. Effectivement, il y a la violence faite sur les autres et il y a la violence faite sur soi-même. Et indirectement, lorsque je vous ai parlé de cette tendance à s'alcooliser plus ou à se prendre des toxiques, etc., il est clair que euh, plus les personnes sont isolées, plus elles avaient elles-mêmes déjà une espèce de propension, je veux dire, à une dimension un peu dépressive, Mhm. cet aspect-là risque d'être menaçant et menaçant de passage à l'acte. Il y a un vrai risque, d'où l'idée de ça n'est pas parce qu'on est confiné qu'on ne doit pas penser aux autres, et en particulier aux autres en situation de vulnérabilité, non seulement vulnérabilité sociale, économique, etc., mais de vulnérabilité psychologique. Appelez, ne laissez pas seul, ne laissez pas seul votre ami, votre parent, lorsque vous le savez en situation d'isolement. Assurez-vous au maximum qu'il peut lui-même se mobiliser, qu'il n'est pas dans une situation de plus en plus d'autodégradation, d'autodestruction. Faites au maximum pour que le confinement ne soit pas de l'isolement psychologique et de l'isolement autodestructeur. Ça, c'est fondamental. Alors ça, c'est évident d'une façon générale, c'est particulièrement important à propos des personnes âgées. Et quand je dis des personnes âgées, je pense non seulement aux personnes âgées, mais aux personnes qu'on appelle les personnes qui témoignent de ce qu'on appelle le grand âge. Mhm. Mhm. Il apparaît, les études, et on travaille beaucoup, en particulier actuellement avec des gens qui sont concernés par une association qui s'appelle Hold Up, Mhm. on est tout à fait sensible au Mhm. fait que euh, les relations avec les parents d'un certain âge, souvent elles sont un peu maintenues. Et quand ils sont au-delà d'un certain âge, il y a, on les laisse. Hein, on les laisse. On les laisse. C'est comme si elles étaient, voilà, elles étaient dans un autre monde. Et Mhm. ces personnes-là, plus que jamais, il est très important de ne pas les laisser, d'en avoir une autre représentation que celle de gens qui sont du côté du non vital, parce que ce sont des personnes qui sont de véritables bibliothèques mémoire de richesse Mhm. qui vont pouvoir enrichir la vie des enfants et des grands-parents Ouais. et des adolescents. Et plutôt pour terminer sur une note plutôt qui est positive, pensez-vous que peut-être cette période de confinement qui risque de durer encore 3 semaines, on dirait, plus, Largement. ouais, va faire bouger les lignes des relations, peut-être ouvrir une possibilité de parler, de communiquer, avoir un tournant positif au conflit? Il est, il est évident qu'il va y avoir un avant et un après. C'est Mhm. évident. Et c'est un avant et un après qui va avoir on peut espérer des conséquences euh, structurelles, pas simplement de replâtrage et d'aménagement. Hein. Mhm. Mhm. Alors, on le voit déjà poindre au niveau même de l'organisation économique, financière, etc., où on voit bien que les choix qui ont été faits politiques sur ces questions-là, il est clair que la question du rapport à soi-même, du rapport à l'autre, cette espèce d'accélération des choses, etc., ben, va nous amener peut-être à avoir un certain niveau d'intériorité.
l'expérience quand même nous montre qu'on a tendance très vite à vouloir passer et un peu à oublier. Voilà. Et un peu dire, voilà, c'était qu'une épreuve. Ensuite, demain, on va faire la fête, etc. Je crois que ça va être évident de faire la fête. Mais ce qu'il y a de rassurant là, dès aujourd'hui, c'est cet élan social qui se manifeste. Ça paraît un peu ridicule, mais enfin, c'est pas du tout ridicule. Le fait que des gens mettent de la musique, fassent de partage la musique avec les voisins, cette espèce de proximité-là, eh bien, je crois que le rapport de l'un à l'autre devrait quand même être autant que possible un rapport d'ouverture, parce qu'on est aussi, non seulement dans une situation nationale, mais internationale. Je crois que ce qui va changer le plus, c'est la prise de conscience qu'on est tous des humains dans une planète. Mhm. Et là, ça va nous faire, bon, ça nous fait déjà 45 minutes qu'on échange ensemble. Peut-être il est temps de conclure. Alors, je vous propose de commenter un tout petit peu votre présentation, qui est très intéressante d'ailleurs. Alors, voilà. Voilà. Oui. C'est moi qui dois conclure? Vous allez Ah juste non, non, commenter. je croyais que c'était vous qui allez proposer donc, vous me proposez à moi de conclure. Hein. Donc, De conclure au moins, de commenter sur votre présentation, voilà, qu'on va oui. passer tout de suite. Ben, écoutez, d'abord, moi, je voudrais vous remercier Merci. par votre présence vive, dynamique, encourageante, stimulante, par ce sourire. C'est fondamental, je veux dire, dans cette période actuelle, eh bien, d'être dans un échange comme ça, stimulant, souriant. Je crois que si on peut conclure aujourd'hui, c'est vous remercier à vous en tant que personne, remercier tous ceux Merci. qui se mettent en position d'être aidants, et en particulier, je ne vais pas répéter tout ce qui se dit, tous ceux qui, au niveau de la société, les services de santé, se mettent en quatre ou en mille pour essayer de surmonter de façon résiliente ce passage. Et en particulier, dans le cadre de cette rencontre, je crois qu'on peut remercier la chaire de santé sexuelle et droits humains en rien de temps d'avoir, avec la petite équipe qu'elle représente, mis en place un espace qui nous permet de continuer à nous poser des questions en les partageant ensemble avec vous, et de pouvoir continuer de façon assez régulière, puisque ça va avoir lieu tous les jours de 11 heures à midi. Mhm. Voilà. Donc, merci à vous toutes, à vous Merci à tous. vous. À bientôt. Euh, je vous propose un peu de commenter, si vous voulez, votre PowerPoint qu'on est en Donc, train de avant de lancer dire à sur bientôt, on l'écran. va encore continuer. Ouais, Oui, allez-y. oui. Alors, Juste, vous avez je votre crois que c'est première important slide. de savoir que tout ce qui se fait a été préparé depuis plusieurs années, hein, comme vous voyez. Hein. Donc, ça veut dire qu'effectivement, ça suppose une créativité de tout le monde, et la créativité, elle est là aujourd'hui, simplement à mettre en place ces espaces-là. Donc, on improvise avec vous. Et l'improvisation, c'est formidable. Allez-y. Voilà. Euh, je passe à votre slide. Si Ah, vous avez quelques commentaires à ajouter. d'accord. Alors, cette, par exemple, je vais rebondir sur le mot thermostat que je vois sur ce slide. Alors, thermostat, je crois que ça veut clairement dire l'idée qu'il y a besoin de réguler, de savoir à quel niveau de température on est, mais ça Mhm. suppose effectivement qu'il y ait une régulation. Voilà. Que la question, c'est pas de se laisser envahir par des tensions, mais d'être à chaque fois à l'écoute, et que ce thermostat facilite par des échappées
des soupapes. Voilà. Je vois que la notion de rôle genré, alors c'est vrai qu'on est dans le cas de la chaire de santé sexuelle et que c'est important de ne pas l'oublier, de pas oublier que tout ce qu'on dit met en évidence des interrelations qui sont toutes genrées. C'est-à-dire qu'elles sont toutes entre des personnes qui, dans la condition sociale du genre masculin et féminin et des identités différentes, vont être mises en mouvement avec le fait que, par exemple, euh, euh, le quotidien et les tâches quotidiennes, eh bien, elles sont mises en tension elles-mêmes parce que faire le ménage, la cuisine, s'occuper des enfants, et en même temps, avec cette grande particularité du contexte du confinement, avoir les enfants à la maison, Ouais. avoir des enfants qui ont des exigences, et donc la répartition des rôles, etc., va être extrêmement important à voilà, à moduler avec le plus de souplesse possible et ne pas entrer sur des rigidités. Voilà, on a déjà parlé de violence, d'implosion, d'inceste et d'incestuel. Je vous propose de passer à la slide d'après, juste pour faire le Oui, point alors sur la présence. voilà, ben, en fait, on a déjà évoqué cette notion de diapason dans la possibilité d'un accordage, hein, c'est-à-dire Mhm, que il ne s'agit pas qu'il y en ait un qui impose sa tonalité et qui mette l'autre sous emprise, mais mhm, comment effectivement il peut y avoir des tonalités qui puissent se respecter. La dimension de respect va être mhm, quelque chose, et d'écoute respective, c'est celle qui va permettre effectivement de prendre en considération la vie affective, émotionnelle, et qui va se traduire aussi dans la possibilité, lorsqu'elle est réalisable, d'une mhm. vie sexuelle qui est évidemment, évidemment, un des lieux de la gestion émotionnelle, affective et sexuelle essentiels. Voilà, on a déjà parlé aussi de présence permanente, du devoir conjugal, des attentes Voilà, vis-à-vis de l'autre et de voilà. l'importance du consentement qu'on a déjà Oui, évoqué. juste pour poursuivre une seconde là-dessus, pour dire Mhm, qu'effectivement, c'est très important de réarticuler cette notion de consentement comme une notion d'accordage, de penser le consentement, non pas comme oui ou non, simplement, comme on dit habituellement, mais mhm. comme quelque chose qui s'accorde. Où t'en Voilà, es, où j'en suis, et on y va ou on n'y va pas ensemble. ok. Et je vous propose une dernière slide sur le sentiment d'injustice. Voilà. Oui, ah oui. Alors ça, très intéressant. C'est une notion euh, sur lequel un sociologue qui s'appelle Dubé insiste actuellement particulièrement. C'est l'idée que de petites inégalités cessent d'être insignifiantes et sont perçues comme vitales. Alors, la notion de petite inégalité, évidemment, elle fait référence à la notion de petite différence à laquelle on est familier avec Freud. Cette notion de petite inégalité, c'est en quoi des choses qui a priori pourraient passer comme ça, mais comme tout est dans ce contexte de confinement mis en tension et exacerbé, prend à ce moment-là des formes qui peuvent avoir, par l'intermédiaire des formes de crise, qui peuvent augmenter, par exemple, des jalousies, des ressentiments, et qui peuvent être source de violence. À l'extrême, hein. Je, Mhm. mais des choses qui, de façon inattendue, par exemple, euh, une, euh, une personne me disait, mais il se trouve que euh, là, mon fils est venu nous rejoindre à la campagne. Et elle Mhm. est extrêmement surprise de la réaction de ses enfants, de ses filles, de ses grandes filles. Pourquoi lui et pas Mhm. nous? Et il y a actuellement une tension. Alors, ce qui est clair,
c'est que cette tension, elle n'est pas simplement cette tension du moment, oui, parce que pourquoi lui et pas nous, simplement pas aujourd'hui. Mais je lui ai posé la question, j'ai dit, mais quelle place il a, lui, aujourd'hui, non pas aujourd'hui, quelle place il a dans la famille. Il se trouve qu'effectivement, c'est le fils du père avec laquelle la mère vit actuellement. Et ça rejoue des choses qui étaient sous-jacentes et qui peuvent prendre une proportion créant un peu comme à l'occasion d'un décès, et la question de l'héritage, tout devient, tout s'exacerbe, alors qu'apparemment on est des frères et des sœurs, tout va bien. Eh bien, on peut voir que toutes les choses peuvent se réactualiser. Voilà. Donc, je vois que là, il y a le numéro d'urgence. Donc, Voilà, j'ai profité pour faire passer les numéros d'urgence que vous avez parfait, proposés. parfait. Euh, Alors, 39 19, 39 19, hein, ça c'est le numéro que vous devez connaître par cœur, vous ne devez même pas avoir à aller le chercher pour savoir effectivement que c'est possible d'appeler et vous aurez là une réponse ouverte malgré le contexte actuel, tout le temps, anonyme, la possibilité de parler et la possibilité d'avoir des conseils, des renseignements. Donc les questions qui ont été posées là tout à l'heure, oui, effectivement, trouveront de façon précise, en fonction de chaque situation, une aide extrêmement précieuse. parfait. L'urgence Alors, dans 112, et il faut savoir que malgré l'actualité, eh bien, les foyers d'hébergement, en particulier pour femmes qui le justifient, restent disponibles et les numéros sur l'enfance maltraitée, voilà, entre autres. voilà. Mais vous pouvez avoir des éléments encore plus sur Internet. Voilà. Apparemment, le temps court. Et là, il faut absolument vous remercier. Merci beaucoup, Pierre, pour cette intervention et cet échange vraiment très, très enrichissant. Voilà, c'était notre quatrième session Intimus. Vous retrouverez cet échange sur la chaîne YouTube de la chaire UNESCO Santé sexuelle et droits humains d'ici quelques heures. J'aimerais aussi remercier notre webmaster, Philippe Le Gonidec, et à tous ceux qui voudraient aller plus loin sur la thématique abordée ce matin. Vous pourrez trouver une bibliographie aussi sur la même vidéo sur YouTube, mais aussi vous pouvez envoyer des messages à Monsieur Pierre sur Pierre le Bellosi lien, oui, vous attend, mais voilà, sur le lien après, de la chaire. voilà. Et alors, merci beaucoup. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure, à 11 heures, sur le même lien, pour aborder avec notre experte Joëlle Mignot demain un autre sujet qui est comment gérer son agressivité et travailler la bienveillance. Alors, d'ici demain, bonne journée à tous et bon confinement. Merci.